La matinale RCF, le grand invité. Image de guerre civile à Brasilia, des dégâts considérables sur les trois immenses palais trésors de l'architecture moderne signé Oscar Niemeyer. Il a fallu plusieurs heures dimanche soir pour que la police brésilienne reprenne le contrôle du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême, envahi par des centaines de manifestants anti-Lula. Quelques semaines après l'élection du président de gauche face à Jair Bolsonaro, le président sortant, la contestation se renforce au Brésil. Les militants bolsonaristes estiment que la victoire leur a été volée. Bonjour Thomas Dickman de Barros. Bonjour. Vous êtes brésilien, chercheur en sciences politiques à Sciences Po, spécialiste du populisme. Cette insurrection qu'on voit là, est-ce que c'est le prémisse d'une guerre civile ? Non, je pense qu'on n'arrive pas à ce niveau. Évidemment, depuis 4 ans, Bolsonaro a clairement insufflé ses partisans à une fanatisation radicale, réactionnaire, voire fasciste, on pourrait dire. Mais en même temps, ils n'ont pas des moyens de déclencher une guerre. Le Brésil est un pays trop complexe. Et de toute façon, ce qu'on a vu, c'est le rétablissement de l'ordre. Et curieusement, il y a eu un effet boomerang, on pourrait dire, de cet acte. Parce qu'il y a eu l'attaque contre les trois pouvoirs. Et au Brésil, ça, l'architecture même, l'urbanisme même des Brésiliens, ça fait référence à Montesquieu, à ces philosophes français, parce que la place des trois pouvoirs, on a le législatif, l'exécutif, les judiciaires sont ensemble dans la même place. Ils ont attaqué les trois pouvoirs et les images ont été tellement barbare, ce saccage violent, ignoble à Brasilia. Les résultats, en fait, de cet essai de démontrer de la force par le bolsonarisme a été de souder, d'unir toutes les forces politiques contre le bolsonarisme. C'est-à-dire qu'il y a une unité au Brésil aujourd'hui face à Bolsonaro. Oui, il n'y a pas de doute. Et en fait, hier soir, on dormait déjà ici en France, mais il y a eu une réunion publique à Brasilia, dans le palais présidentiel, un parti détruit entre Lula, les 27 gouverneurs des 27 États au Brésil, sont tous les gouverneurs au Brésil, dont des gens qui étaient supporters de Bolsonaro jusqu'à récemment, plus les représentants du Sénat, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés et la présidente de la Cour suprême. Donc on voit vraiment une union générale de toutes les forces politiques pour condamner ces types d'attaques. Et ça doit être très très important pour le Brésil, une nation qui est extrêmement divisée, en particulier après cette campagne. Lula n'avait gagné que d'une courte tête. Cette unité, qu'est-ce qu'elle va dire de la politique à venir aussi ? Ça veut dire que désormais Lula, il pourra régner peut-être plus facilement ? Lula a toujours été un grand négociateur. Il est un syndicaliste, donc toute sa carrière politique a été faite dans la négociation, dans le bâtissement, on peut dire, il bâtissait des ponts. Et je pense que maintenant, il aura la chance peut-être de tensionner un peu plus. Parce qu'on voit que maintenant, il y a un grand défi au Brésil. Pour établir la démocratie, il faut écarter, d'une certaine façon, ces groupes fascistes. Il ne faut pas avoir peur de dire que ce sont des fascistes. Fascistes, vous dites fascistes oui, ce matin. Oui. C'est aussi les mots, je crois, de Lula hier. Ça veut dire quoi, fasciste ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Est-ce que c'est Bolsonaro qui a été au pouvoir pendant quelques années, était considéré comme d'extrême droite ? Est-ce que c'est extrême droite ? Est-ce que c'est le fascisme qui était au pouvoir ? Non, c'est l'extrême droite. Il n'y a pas de doute. Bolsonaro, toute sa carrière politique a été faite en faisant référence à la dictature militaire au Brésil, à la torture, en disant qu'il fallait fermer le Congrès, établir un régime d'ordre. Et plus que ça, Bolsonaro, il est très proche, il a toujours été très proche des mouvances même néo-nazis au Brésil, il faut le dire. Et pendant son mandat, on a vu tripler la quantité des groupes néo-nazis au Brésil. Donc il n'y a pas de doute, il ne faut pas hésiter de le dire. Extrême droite sans doute, fascisme sans doute, voire néo-nazi. Jair Bolsonaro, justement, quel est son rôle exact ? Puisque aujourd'hui, il est aux États-Unis, sans doute pour des problèmes de santé, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Quel a été son rôle dans ces images d'insurrection au Brésil ? Alors Bolsonaro, déjà, il est parti du Brésil 2 jours avant la fin de son mandat, un peu en fuite, on pourrait presque dire, parce que d'une part, il ne voulait pas transmettre les chartes présidentielles à Lula, mais d'autre part aussi parce qu'il y a 58 procès criminels contre lui, parce que pendant son mandat, on ne pouvait pas ouvrir des enquêtes contre lui. Exactement. Mais maintenant, il n'a plus ce type de privilèges, donc il part aux États-Unis. Maintenant, depuis hier, il a dit qu'il est à l'hôpital, mais ce n'était pas l'objectif d'abord de son voyage. On dit en fait que c'est quand même une excuse encore pour surtout dire je n'ai rien à voir avec le saccage des Brésiliens. Mais il n'y a pas de doute que depuis 4 ans, il a vraiment mobilisé ses partisans et fanatisé ses partisans. Donc il faut encore vérifier quel a été son rôle direct dans les attaques. Peut-être c'est pas clair, mais sans doute il est le maître intellectuel, disons, et spirituel de ces gens.
La place des militaires aussi dans cette insurrection, on a l'impression que certains militaires n'ont pas limité, voire un peu voulu tenter un coup d'État. Quelle a été la place des militaires ? C'est une excellente question. Les militaires, ils ont clairement été d'une partie, les polices aussi, contaminées par cette idéologie de bolsonarisme. C'est normal, on comprend que les forces de l'ordre en général, elles sont plus à droite, mais depuis que Bolsonaro arrive au pouvoir, on voit que beaucoup de militaires et beaucoup de policiers ont vraiment adhéré à ce type d'idéologie, et par omission ou par complicité active, ils ont permis d'abord que les gens s'installent devant le quartier général de l'armée et que les gens réalisent ce saccage de Brasilia. Donc il faut que Lula profite de cette union et cette légitimité renforcée pour aller chercher les responsables, il n'y a pas de doute. Oui, parce que l'armée, dit-on, était au courant de ce qui se tramait, de cette mobilisation qu'il allait avoir à Brasilia, et pourtant l'armée n'a pas bougé. Est-ce que l'armée au Brésil, elle a des accointances avec l'extrême droite, en particulier au Brésil ? Oui, historiquement, ça a été le cas. Il faut qu'on se rappelle que le Brésil, comme d'autres pays en Amérique latine, on a connu des dictatures militaires. Au Brésil, le coup d'État a été en 1964. Aujourd'hui, évidemment, on vit dans un autre moment. La guerre froide est derrière nous. Ces types d'actions ne sont plus acceptables, au moins en Amérique latine, ça n'arrive plus. Mais le Brésil, la transition vers la démocratie aux années 80 n'a pas été faite d'une façon comme en Argentine pour juger, pour mettre les militaires, les tortureurs aux tribunaux. Donc finalement, ça a permis qu'une certaine mentalité d'extrême droite continue à exister, à se reproduire dans l'armée, au sein de l'armée. Nous sommes avec Thomas Zygman de Barros, brésilien, chercheur en sciences politiques à Sciences Po, spécialiste des populismes, pour revenir avec lui sur l'attaque à Brasilia, des grands monuments qui font le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire du Brésil. Justement, vous mentionniez tout à l'heure, Thomas Zygman de Barros, cette architecture qui est concentrée à Brasilia. Est-ce qu'en fait, ça provoque pas justement une capacité de nuisance encore plus importante pour un petit groupe de personnes? On parle de 1200 personnes, la population du Brésil c'est plus de 200 millions de personnes. En fait, c'est un minuscule groupe qui a attaqué ces institutions. C'est vrai, mais curieusement, la capitale du Brésil a été construite dans ces rêves modernistes de Niemeyer aux années 50. Et curieusement, ça a toujours été considéré comme étant un peu hostile aux manifestations. Parce que les espaces sont très grands, c'est très difficile de marcher à Brasilia. On a l'impression que les bâtiments sont proches, mais en fait, il faut marcher pendant 20 minutes parfois pour aller d'un ministère à l'autre, même si tout était concentré. Donc, les saccages qui a eu lieu il y a 2 jours au Brésil, en fait, ça démontre moins une architecture qui est favorable à ce type d'action, mais au contraire, la négligence, voire la participation active des forces de l'ordre des Brasilia, voire aussi des militaires. Qui n'ont pas empêché ça. Exactement. Vous mentionniez tout à l'heure Montesquieu et la place de Montesquieu dans ce rêve démocratique, j'allais dire. Ce matin, on lit beaucoup dans la presse que la démocratie a été profondément abîmée. Est-ce que ce rêve de Montesquieu, il est encore possible au Brésil ? Oui, je pense que oui. Et je pense qu'encore une fois, il faut profiter de cet effet boomerang, disons, qu'on voit, pour précisément écarter ces gens qui s'utilisent d'un discours prétendument démocratique pour essayer de saper la démocratie elle-même. Donc je pense qu'au Brésil, il faut apprendre des leçons avec ça. Et au contraire de ce qui s'est arrivé aux années 80, quand on a eu une transition d'une dictature vers la démocratie, qui n'a pas vraiment touché aux enjeux importants, qui n'a pas voulu gêner les militaires, l'extrême droite, etc., je pense que maintenant, il faut créer ces grands fronts républicains, disons, pour responsabiliser les gens qui doivent souffrir les conséquences de ces actes. Qu'est-ce que ça dit du futur mandat de Lula ? Lula, il était déjà contesté, il a quand même des procès pour corruption. Est-ce que désormais, on va un peu lui pardonner un certain nombre peut-être de ses errements passés, puisque désormais, il aura eu cet événement fondateur, j'allais dire, de réussir à lutter contre l'extrême droite aujourd'hui? Oui, déjà, je voulais dire que les accusations de corruption contre Lula, elles sont très controversées dans le sens où le juge même a été considéré partiel et toutes ces accusations, toutes les condamnations ont été annulées. Donc aujourd'hui, il ne doit rien à la justice et on considère que la prison, les 580 jours de prison qu'il a eu ont été illégaux, disons, ont été irréguliers. En tout cas, je pense qu'on pourrait dire qu'hier, au Brésil, il y a eu un deuxième acte de prise de fonction, de pouvoir
de Lula. Il y a eu l'acte de prise de pouvoir le 1er janvier, la date où il accède au pouvoir, quand il monte au palais avec des représentants du peuple brésilien. Mais hier, en fait, je pense que cette action, cette rencontre de Lula avec les 27 gouverneurs, les représentants de tous les pouvoirs, a renforcé sa légitimité et va le permettre, j'imagine, d'avancer encore plus et de tensionner certains points qui sont importants au Brésil, de détentionner. Pour comprendre le Brésil, il faut aussi comprendre la place des religions, et notamment les courants évangéliques. Quelle place les religions ont-elles eu dans cet événement à Brasilia ? Alors, évidemment qu'il y a dans le bolsonarisme des gens qui sont fanatiques, qui sont aussi des fanatiques religieux, qui ont une vision, j'imagine, très arriérée même de la place de la religion, de la croyance. Il y a beaucoup d'évangéliques, il ne faut pas généraliser, hein. La religion, les catholicismes et la religion évangélique et toutes les autres religions. Il y a des gens qui sont absolument raisonnables, démocratiques, dans l'esprit d'ouverture même qui toutes ces religions portent, mais il y a aussi des gens qui viennent dans un identitarisme de nous contre eux, etc. Donc ça c'est clair. Il y a eu des leaders religieux, par exemple un leader évangélique qui s'appelle Silas Malafaia, c'est un grand supporter de Bolsonaro, qui même hier disait « Ok, il faut condamner les saccages, mais le peuple, il en a marre, etc. » Et on peut comprendre. Donc le bolsonarisme s'est nourri beaucoup d'une certaine mythique religieuse. Il a été poignardé en 2018, donc il va dire que c'est un miracle de Jésus qui l'a permis de revenir. Il y a un messianisme, son deuxième prénom c'est Messias, et il se bat beaucoup sur ça, sur des références. Lui-même, il n'est pas, je pense pas qu'il soit sérieusement, sincèrement croyant. Évidemment, on n'est pas capable d'entrer dans sa tête, mais il va instrumentaliser la foi des gens, et le Brésil c'est un pays très chrétien, notamment très catholique, la nation la plus catholique au monde en termes absolus des croyants. Donc il va utiliser ça, instrumentaliser ça pour essayer de Pourtant, mobiliser. on a plutôt dit que Lula avait peut-être les mouvements plus catholiques et Bolsonaro plutôt les mouvements évangéliques. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'en termes de vote, les intentions de vote montraient que la seule partie où Bolsonaro gagnait, c'était vraiment entre les évangéliques. Et justement, Bolsonaro, on sent avec vos propos, hein, que vous disiez tout à l'heure, extrême droite, presque néo-nazi, et pourtant, il a été élu démocratiquement. Il y a une majeure partie de la population brésilienne qui l'a élu. Est-ce qu'on n'en vient pas à s'interroger sur la place de la démocratie ? La démocratie, c'est quand même que Bolsonaro a été élu. La démocratie, il y a toujours des tensions, c'est normal. Et en fait, il faut considérer aussi tous les contextes qu'il y a eu entre 2016 et 2018. Il y a eu la destitution de Dilma Rousseff, avec un discours anti-politique très fort, avec la condamnation de Lula. Il faut se rappeler que Lula était devant dans tous les sondages en 2018. Il a été mis en prison aussi pour ne pas pouvoir se présenter en 2018 parce que certains secteurs des élites brésiliennes ne voulaient pas qu'il revienne au pouvoir. Et donc Bolsonaro gagne dans un contexte très particulier d'antipolitique, de moralisme anticorruption et de panique morale. Il se base beaucoup, et là, il instrumentalise le discours religieux aussi pour dire, regardez, la gauche va tenter contre la famille, contre les valeurs, contre la foi, etc. Il va instrumentaliser tout ça dans un discours de haine contre la minorité. Donc en 2018, ça s'explique évidemment dans les règles démocratiques. Il a été élu, mais dans un contexte très particulier. Merci beaucoup Thomas Zygman de Barros. Je rappelle que vous êtes chercheur à Sciences Po en sciences politiques, notamment spécialiste du populisme. Merci beaucoup d'être passé par la matinale RCF ce matin pour revenir sur ces émeutes, ces événements au Brésil, le palais présidentiel attaqué.